Elle était la voix qui a marqué toute une génération. Julie Andrews, dont les chansons pouvaient remonter le moral et émouvoir même les cœurs les plus endurcis. Mais derrière le charme de Mary Poppins et la grâce de Maria von Trapp, Julie Andrews cachait une lutte personnelle qu'elle a gardée secrète pendant des années. Aujourd'hui, à 89 ans, elle révèle enfin toute la vérité. Que s'est-il réellement passé lorsqu'elle a perdu sa voix? Pourquoi a-t-elle refusé certaines des plus grandes offres d'Hollywood? Et quelle a été la réalité déchirante de ces dernières années avec Blake Edwards? Pour la première fois, Julie Andrews révèle tout. Et la vérité est plus inattendue que vous ne le pensez. Restez avec nous. Cette histoire va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur une légende d'Hollywood. Julie Andrews avait tout pour elle. Puis Hollywood lui a tourné le dos. Julie Andrews avait une voix unique, pure, puissante et inoubliable. Lorsqu'elle est montée sur scène à Hollywood au début des années 1960, rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Elle n'était pas seulement talentueuse, elle était magique. Mais aussi vite qu'elle était montée au sommet, l'industrie qui l'avait propulsée au rang de star allait finir par lui tourner le dos. Tout a commencé en 1964. Andrews a décroché le rôle qui allait définir sa carrière, celui de Mary Poppins. Walt Disney avait passé des années à chercher l'actrice parfaite. Et lorsqu'il a vu Andrews sur scène à Broadway, il a su qu'elle était la bonne. Elle avait la voix, la présence et juste ce qu'il fallait de malice. Lorsque Mary Poppins est sortie en salle le 27 août 1964, le public a été subjugué. Le film a connu un succès retentissant, rapportant plus de 31 millions de dollars au box-office, un chiffre stupéfiant à l'époque. Des chansons comme A Spoonful of Sugar et Supercalifragilisticexpialidocious sont immédiatement devenues des classiques. Et lors de la 37e cérémonie des Oscars en 1965, Andrews remporta l'Oscar de la meilleure actrice. Ce fut une victoire douce. Un an plus tôt, elle avait été écartée pour le rôle-titre de My Fair Lady, qu'elle avait créé à Broadway. Hollywood avait préféré Audrey Hepburn, mais lorsque Julie Andrews remporta l'Oscar, il était clair que Hollywood avait commis une erreur en la sous-estimant. Puis vint La Mélodie du bonheur, sorti le 2 mars 1965. Le film fit encore plus sensation. Andrews incarnait Maria von Trapp, la jeune femme pleine d'entrain qui a changé la vie d'une famille grâce à la musique. Le film est devenu l'un des plus gros succès de tous les temps, rapportant 236 millions de dollars dans le monde entier. La scène d'ouverture, où Andrews virevolte au sommet d'une montagne, est devenu l'un des moments les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Mais le tournage n'a pas été aussi magique qu'il n'y paraît. Un hélicoptère a été utilisé pour filmer la scène, et à chaque fois qu'il passait, la force de ses pales projetait Andrews au sol. Elle a plus tard plaisanté en disant qu'elle était aplatie dans l'herbe après chaque prise. Avec 5 Oscars, dont celui du meilleur film, La Mélodie du bonheur a confirmé la place d'Andrews parmi les stars hollywoodiennes. Pendant un certain temps, rien ne pouvait l'arrêter. Andrews voulait prouver qu'elle pouvait faire plus que chanter. Plus tard, en 1964, elle a joué un rôle dramatique dans The Americanization of Emily, un film sombre et provocateur sur la guerre et le patriotisme. Puis vint Torn Curtain, un thriller d'espionnage d'Alfred Hitchcock aux côtés de Paul Newman. Universal Studios avait exigé 2 grandes stars pour garantir le succès au box-office. Mais Hitchcock n'était pas enthousiaste. Il trouvait qu'Andrews et Newman étaient trop raffinés pour le réalisme cru qu'il recherchait. Le film a rapporté 13 millions de dollars dans le monde entier, mais les critiques étaient partagées. Puis tout a changé. En 1968, Andrews a joué dans Star, un biopic à gros budget sur la comédienne de théâtre Gertrude Lawrence. Tous les ingrédients étaient réunis. Robert Wise, le réalisateur de La Mélodie du bonheur, était aux commandes. Et la production a coûté la somme astronomique de 14 millions de dollars. Mais quelque chose clochait. Les critiques ont qualifié la performance d'Andrews de trop théâtrale, presque forcée. Variety l'a décrite comme une surinterprétation. Le film a été un échec cuisant. Il est devenu l'un des plus gros flops de l'histoire d'Hollywood. Puis, en 1970, Darling Lily est sorti. Réalisé par son mari, Blake Edwards, Darling Lily était censée réinventer Andrews. Elle n'était plus seulement la douce gouvernante chantante. Cette fois,
Elle était mystérieuse, séduisante. Elle a même fait un striptease, un moment qui a choqué le public qui avait grandi en la voyant comme l'incarnation même de l'innocence. Mais le film fut un désastre. Des reprises sans fin ont fait grimper le budget à 25 millions de dollars. Lorsqu'il sort enfin, le public ne s'y identifie pas. Il fait un flop au box-office, marquant la fin du règne de Julie Andrews en tant que star de comédie musicale hollywoodienne. Malgré ses échecs, Julie Andrews est tout de même nominée aux Golden Globes pour ses 2 films. Mais Hollywood était déjà passé à autre chose. Elle était respectée, certes, mais son heure de gloire était révolue. Et si elle voulait survivre, elle devait changer. Ce qui allait suivre allait la mener sur une voie que personne n'avait prévue. Une tentative désespérée de se réinventer. En 1972, Julie Andrews a pris une décision audacieuse. Mais cela allait-il porter ses fruits? Elle lance The Julie Andrews Hour, une émission de variété destinée à prouver qu'elle est plus qu'une simple star de comédie musicale. ABC croit tellement en elle qu'elle lui offre un contrat exceptionnel de 5 ans. L'émission est diffusée pour la première fois le 13 septembre, remplissant l'écran de performances éblouissantes, de sketchs comiques et d'invités célèbres. C'était l'occasion pour Julie Andrews de montrer sa polyvalence. Mais derrière le glamour, des problèmes se profilaient. Les critiques adoraient l'émission. Ils louaient son charme, son humour, sa capacité à faire plus que simplement chanter. Mais il y avait un problème, l'audience. L'émission était diffusée à une heure difficile, en concurrence avec certaines des plus grandes émissions de télévision. Les téléspectateurs n'étaient pas au rendez-vous comme l'espérait ABC. Semaine après semaine, les chiffres ont chuté. La chaîne a commencé à paniquer. Après une seule saison et 24 épisodes, ABC a pris une décision qui a choqué même Julie Andrews. Elle a mis fin à l'émission en avril 1973. Puis quelque chose de surprenant s'est produit. À peine un mois plus tard, The Julie Andrews Hour remportait un franc succès aux Emmy Awards. 7 victoires sur 10 nominations, dont celle de la meilleure série musicale de variété. C'était un triomphe critique, mais l'émission avait déjà disparu. Comment une émission qui avait remporté autant de prix pouvait-elle être considérée comme un échec? Pour atténuer le coût, ABC lui a proposé 5 émissions spéciales de variété au cours des années suivantes. Mais au fond d'elle-même, Julie Andrews connaissait la vérité. Hollywood était en pleine mutation et elle devait s'adapter. La question était comment? Elle a pris un risque que personne n'avait vu venir. Elle s'est lancée dans le monde enfumé et imprévisible des boîtes de nuit. Pour quelqu'un qui avait bâti sa carrière sur l'élégance et la pureté, c'était un choix choquant. Les boîtes de nuit étaient crues, in times, remplies de chanteurs de jazz et d'humoristes provocateurs. Ce n'était pas l'environnement typique d'une star de Disney. Mais c'était précisément pour cela qu'elle l'avait fait. Elle avait besoin de se libérer de l'image dans laquelle Hollywood l'avait enfermée. Sous les projecteurs des salons faiblement éclairés, Julie Andrews s'est transformée. Elle a chanté des morceaux de jazz sensuel, fait des blagues inattendues sur Hollywood et s'est même moquée des rôles guindés qui l'avaient autrefois définie. Le public a découvert quelque chose de nouveau, de passionnant. Ce n'était plus seulement Julie Andrews, la star. C'était Julie Andrews, la femme, pleine d'esprit, élégante, intrépide. Les critiques l'ont remarqué. Ils ont applaudi sa volonté de prendre des risques, de sortir des rôles lisses qui l'avaient rendu célèbre. Pour la première fois depuis des années, sa carrière semblait renaître. Mais cela suffirait-il à la ramener au sommet d'Hollywood? Ou était-elle destinée à rester en marge de l'industrie qu'elle avait autrefois dominée? Puis, après presque 10 ans loin des plus grands blockbusters hollywoodiens, elle fit un retour triomphal. En 1979, elle joua dans Ten, une comédie romantique réalisée par son mari, Blake Edwards. Le film, avec Dudley Moore et Bo Derek, fut un succès surprise, rapportant plus de 75 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. C'était exactement ce dont Andrews avait besoin. C'était le signe qu'elle y était toujours d'actualité, toujours capable d'attirer les foules dans les salles de cinéma. Mais alors que sa carrière prenait ce tournant inattendu, quelque chose d'autre se cachait sous la surface. Hollywood voyait la star affinée. Le règne du comeback,
mais elle ne voyait pas tout. Il y avait une facette de Julie Andrews que les caméras n'avaient jamais capturée. Une facette qui allait bientôt être révélée. La facette scandaleuse que Hollywood n'avait pas vue. Julie Andrews avait passé des années à être connue comme la star saine et parfaite des comédies musicales familiales. Mais et si elle pouvait être autre chose? Et si elle pouvait choquer l'industrie même qui l'avait mise sur un piédestal? Ce moment est arrivé dans S.O.B. Au début des années 80. Le film, une satire sur la face cachée d'Hollywood, était déjà controversé. Mais lorsque Andrews, oui, Mary Poppins en personne, est apparue seins nus à l'écran, le public a été stupéfait. C'était comme si elle avait brisé l'image que Hollywood avait construite pour elle. Les gens ont eu le souffle coupé. Certains étaient scandalisés, d'autres étaient impressionnés. Était-ce une tentative désespérée de se libérer de son passé? Ou était-ce quelque chose de plus? Un message pour dire qu'elle contrôlait sa carrière, et non l'industrie qui avait essayé de l'enfermer dans un carcan. Mais S.O.B. n'était qu'un début. L'année suivante, Andrews a accepté un rôle auquel personne ne s'attendait. Un rôle qui remettait en question tout ce que les gens pensaient savoir d'elle. Dans Victoria, elle incarnait Victoria Grant, une chanteuse malchanceuse à Paris qui élabore un plan fou. Si elle ne peut pas trouver de travail en tant que femme, pourquoi ne pas se faire passer pour un homme? Un homme se faisant passer pour une femme. Le comte Victor Gradzinski était né. Et la performance d'Andrews fut tout simplement révolutionnaire. Le film abordait les thèmes du genre et de l'identité d'une manière que Hollywood n'avait jamais osé auparavant. Et le public a adoré. Le film a rapporté plus de 28 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. Andrews a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale. Elle a même été nominée aux Oscars, prouvant qu'elle ne se contentait pas de repousser les limites. Elle était au sommet de sa carrière. Pour la première fois depuis des années, Hollywood la voyait comme autre chose que la douce gouvernante chantante. Elle était audacieuse. Elle était intrépide. Et elle avait le contrôle. Julie Andrews avait prouvé qu'elle pouvait tout faire. Alors pourquoi Julie a-t-elle soudainement pris du recul, refusant certaines des plus grandes offres d'Hollywood? Comment est-elle passée de sa plus grande réinvention à la perte de ce qui l'avait rendue célèbre? Pour comprendre cela, il faut revenir au début. Lorsque cette jeune fille au talent extraordinaire a découvert le pouvoir de la musique. De ses humbles débuts à la gloire à Broadway. Julie Andrews est née Julia Elizabeth Wells le 1er octobre 1935. Elle a grandi en Angleterre et n'a pas eu une enfance facile. Sa mère, Barbara Ward Morris, était une pianiste talentueuse qui rêvait de se produire sur scène. Mais ses rêves ont été mis en suspens après son mariage avec le père de Julie, Edward Charles Wells, un instituteur. Malheureusement, leur mariage n'a pas survécu à la Seconde Guerre mondiale. En 1943, Barbara s'est remariée avec Ted Andrews, un artiste de vaudeville d'origine canadienne. Ce second mariage a changé la vie de Julie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ted et Barbara ont voyagé à travers l'Angleterre pendant la guerre pour divertir les soldats. C'est grâce à cette expérience que Julie a découvert le monde de la musique et du spectacle. Elle était loin de se douter que sa vie était sur le point de prendre un tournant décisif. À seulement 14 ans, Julie découvrit un secret qui allait bouleverser son monde. Edward Wells. L'homme qu'elle avait toujours considéré comme son père n'était pas son père biologique. Son vrai père était en fait un ami de la famille, qui avait eu une liaison avec sa mère. Bien que cette révélation fût un choc, Julie continua à aimer Edward comme avant. Elle le gardait toujours dans son cœur. Et elle a maintenu un lien fort avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est son beau-père, Ted, qui a joué un rôle clé dans le développement de son extraordinaire talent musical. Il a rapidement reconnu son don. Julie avait l'oreille absolue et une gamme vocale qui étonnait même les musiciens les plus chevronnés. Ted est devenu le premier professeur de Julie, l'aidant à perfectionner sa voix et la formant à l'art de la scène. La musique était dans son sang. Sa tante possédait une école de danse et un autre membre de sa famille était un concertiste renommé. Entouré d'une famille imprégnée d'art, il était évident que Julie était destinée à la scène. Julie a commencé sa formation musicale officielle à l'âge de 8 ans.
Elle a étudié sous la direction de Madame Lillian Stiles Allen, une soprano respectée. Madame Stiles Allen a vu en Julie quelque chose de spécial, quelque chose qui allait au-delà du talent. Elle a vu en elle une artiste unique. Elle est même allée jusqu'à dire que Julie était la réincarnation d'une des plus grandes chanteuses d'opéra du 19e siècle, Adelina Patti. Cette formation précoce a été rigoureuse et exigeante, mais elle a façonné Julie et fait d'elle l'artiste qu'elle allait devenir. L'une des leçons les plus importantes que Madame Stiles Allen a enseignées à Julie était le sens du professionnalisme. Elle disait souvent « L'amateur travaille jusqu'à ce qu'il y arrive. Le professionnel travaille jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se tromper. » Ces mots sont restés gravés dans l'esprit de Julie, la poussant à s'entraîner avec une concentration et un dévouement intense. Elle parcourait de longues distances, souvent seule, pour étudier avec son professeur. Malgré les conditions difficiles, vivant dans une chambre froide éclairée au gaz. Julie aimait chaque minute de cette expérience. Les longues nuits passées à siroter de la bière au gingembre maison avec son professeur et à écouter des histoires sur des musiciens légendaires sont devenus des moments qu'elle chérira toute sa vie. À l'âge de 12 ans, Julie avait déjà commencé à se faire un nom dans le monde de la musique. Le 22 octobre 1947, elle fait ses débuts de professionnelle à l'Hippodrome de Londres dans Starlight Roof, une revue musicale. Julie interprète « Je suis Titania », un air difficile de l'opéra Mignon, et stupéfie le public. La foule lui a réservé une ovation debout et, à partir de ce moment, elle a été connue comme la plus jeune prima-donna de Grande-Bretagne. Son ascension vers la gloire s'est poursuivie rapidement. À seulement 13 ans, elle s'est produite devant le roi George VI et la reine Elizabeth lors du Royal Command Variety au London Palladium. Aucun artiste solo aussi jeune n'avait jamais été invité auparavant, ce qui a rendu ce moment historique. Mais ce n'était pas seulement son chant qui la distinguait, c'était aussi son talent d'actrice. Elle a joué dans des pantomimes et des comédies musicales, notamment dans le rôle de Cendrillon, qui a mis en valeur ses talents d'actrice, ajoutant une touche de chaleur et d'humour à ses performances. À l'âge de 19 ans, Julie avait déjà fait ses débuts à Broadway dans The Boyfriend, le 30 septembre 1954, au Royal Theatre. Son interprétation de Polly Brown, une jeune fille rêvant d'amour sur la Côte d'Azur, a connu un succès immédiat. Sa voix claire et naturelle et son charme naturel la rendaient impossible à ignorer. La performance de Julie lui a valu le Theatre World Award pour la meilleure première à Broadway en 1955. Peu après, on lui a proposé le rôle d'Eliza Doolittle dans My Fair Lady. Le 15 mars 1957, My Fair Lady est créée à Broadway, et l'interprétation d'Eliza par Julie devient légendaire. Elle se transforme sans effort d'une fleuriste rustique et sans manière en une femme sophistiquée, avec des chansons comme I Could Have Danced All Night qui deviennent emblématiques. Le spectacle est joué plus de 2700 fois, ce qui en fait l'une des comédies musicales les plus longues de Broadway à l'époque. Mais quelque chose a mal tourné en 1995. La tragédie qui a tout changé. Julie Andrews était au sommet de sa carrière à Broadway, éblouissant le public dans Victor Victoria, lorsqu'elle a commencé à ressentir une tension inquiétante dans sa voix. Ce qui n'était au départ qu'un léger enrouement s'est rapidement transformé en quelque chose de plus grave. Au début, elle pensait que c'était juste de la fatigue, quelque chose qui disparaîtrait avec le repos. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas. En 1997, la situation n'avait fait qu'empirer. Les médecins ont découvert une lésion sur ses cordes vocales. Certains pensaient qu'il s'agissait simplement de nodules bénins, tandis que d'autres pensaient qu'il s'agissait d'un polype. Quoi qu'il en soit, les années de chant intense avaient mis sa voix à rude épreuve. Le conseil du médecin était simple, se reposer et se détendre. Mais Julie n'était pas prête à rester les bras croisés et à laisser la situation s'aggraver. Elle voulait une vraie solution. En juin 1997, Julie se rendit à l'hôpital Mount Sinai de New York pour ce qui devait être une opération de routine. Le plan était simple, retirer la lésion et lui rendre sa voix. Mais ce qui s'est passé ensuite a changé sa vie à jamais. Au lieu de résoudre le problème, l'opération lui a laissé des cicatrices permanentes sur les cordes vocales.
Les tissus cicatriciels empêchaient ses cordes de vibrer correctement, et sa belle voix avait disparu. Même parler était devenu difficile. À l'époque, les opérations des cordes vocales étaient encore risquées. Les médecins utilisaient des pinces ou des lasers qui pouvaient tous deux causer des cicatrices. Mais ils n'ont jamais expliqué clairement les dangers à Julie. Le mal était fait et la réalité était dévastatrice. Elle ne pourrait plus jamais chanter. Sa pire crainte était devenue réalité. En 1998, Son Marie, Blake Edwards, a partagé cette triste nouvelle avec le monde entier. Julie ne chanterait plus jamais. Perdre sa voix, c'était comme perdre une partie de son âme. Julie a riposté en intentant un procès pour faute professionnelle contre l'hôpital et les chirurgiens, affirmant qu'ils ne l'avaient pas informé des risques. L'affaire a été réglée à l'amiable en 2000, mais le mal était déjà fait. La femme qui avait bâti sa carrière sur sa voix devait désormais faire face à un monde où cette voix n'existait plus. Mais ce n'était pas la seule perte que Julie allait subir. Au milieu de cette tourmente personnelle et professionnelle, un autre chapitre plus intime de sa vie se déroulait discrètement. Une histoire d'amour que personne ne connaissait. La vie de Julie Andrews ne se résumait pas au feu de la rampe. Derrière son incroyable carrière, une femme traversait les hauts et les bas de l'amour, du deuil et des luttes personnelles que peu de gens connaissaient. En 1959, Julie a épousé Tony Walton, un talentueux décorateur et costumier qui l'admirait depuis son enfance. Des années plus tard, leur amitié s'est transformée en amour et le couple s'est marié. Leur mariage était un mélange de créativité et de passion partagée. Walton a même conçu les costumes emblématiques de Mary Poppins, l'un des films les plus célèbres de Julie. En 1962, leur fille Emma Walton Hamilton est née, et tout semblait parfait. Mais à mesure que la carrière de Julie prenait de l'ampleur, les exigences de son travail ont commencé à mettre leur relation à rude épreuve, voyageant constamment entre Broadway et Hollywood. Le couple s'est éloigné l'un de l'autre. En 1967, ils ont divorcé. Mais alors qu'elle pensait que l'amour était hors de portée, Julie a rencontré le réalisateur Blake Edwards dans un endroit inattendu, devant le cabinet d'un thérapeute. C'était l'un de ces moments tout droit sortis d'un film hollywoodien, comme l'a décrit plus tard Edwards. Tous deux avaient connu la douleur d'un mariage raté, et leur connexion immédiate était indéniable. Malgré leur différence d'âge de 13 ans, ils trouvèrent du réconfort l'un auprès de l'autre. En 1969, ils se marièrent. Leur vie commune n'était pas seulement faite de tapis rouges et de glamour. Julie est devenue la belle-mère des enfants d'Edwards et, au milieu des années 70, ils ont adopté 2 filles originaires du Vietnam, Amy et Joanna. Ils ont travaillé ensemble sur 7 films, dont Victor, Victoria et S.O.B. Et même si certains de leurs films n'ont pas eu beaucoup de succès au box-office, leur lien n'en est devenu que plus fort. Julie disait souvent que l'humour de Blake équilibrait parfaitement son côté sérieux. Leur amour a duré 41 ans, jusqu'à la mort de Blake en 2010. Aujourd'hui, à 89 ans, Julie révèle une douloureuse vérité sur leurs derniers jours ensemble et la perte de sa voix. Julie Andrews, aujourd'hui âgée de 89 ans, s'est confiée sur les chapitres les plus émouvants de sa vie, partageant des détails intimes sur ses difficultés. Elle a évoqué les dernières années de son défunt mari, décrivant à quel point sa maladie l'avait profondément affectée. Elle a admis que cela lui avait brisé le cœur de le voir lutter, en repensant à leur vie commune. Julie a également révélé la douleur d'avoir perdu sa voix, qui était une partie essentielle de son identité. J'avais l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même, a-t-elle avoué, expliquant que cela l'avait plongée dans une période de dépression où elle pleurait à la fois sa voix et son partenaire bien-aimé. Malgré cela, Julie a trouvé du réconfort dans l'écriture, qu'elle considère comme un nouveau moyen de s'exprimer. Même si chanter lui manque énormément, elle trouve du réconfort dans les mots, qui lui permettent de préserver son héritage et de se connecter avec les générations futures. Merci d'avoir regardé. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous